Respecté dans Lady vous écoute, nous aimons bien honorer ces rencontres. Nous avons aujourd'hui la chaîne de valeur de l'agro-business. Oui, voici donc des entrepreneurs, comme il y en a dans ce siècle nouveau, qui nous apportent des choses jusque chez nous, par un moyen parfois inattendu. Vous n'avez plus besoin de vous lever de votre chaise pour vous rendre ça et là. Ces produits pourraient, d'un seul clic, pouvoir venir vous trouver. Nous les recevons ensemble. Merci, madame, d'être là. Nabintou Dosso, bonjour. Bonjour Lydie. Merci pour votre présence. Vous êtes la fondatrice de Nabicook et vous allez pouvoir nous en parler. Avec grand plaisir. Nous avons avec nous Caleb Mampouya. Bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes le fondateur de Troc Boost, le village numérique. Et bien sûr, vous allez nous affranchir sur le pourquoi du numérique dans ce village. Exactement. Interplanétaire, le village. Et puis, nous avons Ismaël Cissé. Bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes donc le fondateur de Issani Épicerie Numérique. C'est ça, tout à fait. Merci pour votre présence. Merci à tous les trois pour ce que vous faites. Peut-être allons-nous avoir dans un petit moment, je l'espère fortement, notre quatrième invité qui va intervenir en visio parce que quand on est entrepreneur, on peut avoir un agenda parfois compliqué à mettre en œuvre avec votre rendez-vous. Lady vous écoute @gmail.com. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Alors je voudrais, madame, messieurs, que nous puissions parler de cette chaîne de valeur de l'agro-business. J'ai intitulé le sujet ainsi. Est-ce que vous vous retrouvez les uns et les autres dans cela? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, merci beaucoup Lydie pour cette présence. Merci à vous. En fait, la chaîne de valeur agro, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large. Ok, oui. Tout à fait. On a pas mal d'intervenants, pas mal d'acteurs en fonction de la production, la distribution, la logistique. Et nous, en tout cas avec Issani, on a pas mal d'acteurs avec lesquels on travaille qui nous permettent justement de pouvoir acheminer un produit depuis la source, notamment en Afrique, jusqu'à aujourd'hui chez les consommateurs. Et en plus, il y a une partie logistique qui est extrêmement importante parce que quand elle n'existe pas, en fait, on ne peut pas acheminer un produit jusqu'au consommateur. Voilà donc, et vous avez bien fait de le préciser, nous aurions dû dire les maillons de la chaîne de l'agro-business, parce que oui, elle est complexe. Je vous laisse la parole parce que le village numérique, quand même, tout cela est en résonance avec ce que nous sommes en train de dire. Exactement, c'est-à-dire que le village, comme son nom l'indique, dans un village, tout est une question de lien. La chaîne de valeur, le lien. Le lien crée le mouvement crée l'équilibre crée la circulation, et la circulation crée l'abondance. Donc on est dans le village. Tout commence dans les champs, agro-business, n'est-ce pas? Ensuite, on a la transformation des produits. Et donc le village, effectivement, reprend tout ce qu'on a oublié de base, c'est-à-dire utiliser la terre, ce qu'elle nous donne, de manière simple, mais cette fois-ci, en le transférant dans le numérique. Donc il y a toujours effectivement cette capacité à mettre en lien tous les acteurs, au niveau de l'agroalimentaire, des livraisons, comme il a dit. Mais avec le village numérique, ce qui va être intéressant, c'est qu'on connecte à la fois l'Afrique, la diaspora et la Caraïbe. Et le reste du monde aussi, peut-être? Ah bah oui, mais la diaspora, partout où elle est, la diaspora principalement. Alors, bien sûr, le reste du monde, mais encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de créer un équilibre pour rattraper là où nous, on est plus ou moins, on va dire, pas toujours existant au présent. C'est-à-dire que les autres ont déjà beaucoup de support, on va dire, et nous, aujourd'hui, on arrive pour donner effectivement donc, à l'Afrique, à la diaspora et aux Caraïbes, donc ce support-là aussi qui manque avec la chaîne de valeur agroalimentaire africaine, diasporique et tout le reste. Les maillons d'une même chaîne, tous autant que nous sommes, vous qui nous regardez, vous qui êtes consommateurs, vous qui êtes acteurs, venez nous parler de ce que vous faites. Quoi qu'il en soit, chacun a sa pleine place et chacun est pourvoyeur de solutions. Nabintou Dosso, je vous donne la parole. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit précédemment. Comment situez-vous votre vision des choses et ce que vous avez mis en œuvre au milieu de ce qui a été présenté? Merci Lydie, je suis ravie d'être ici et puis en compagnie de ces deux messieurs parce que ce qu'ils viennent de dire juste avant justement me parle complètement. Finalement, je suis un maillon peut-être dans cette chaîne-là de valeur, effectivement, puisque je fais de ma consommation en tant que consommatrice, en tant que maman, en tant que femme, dans la métropole parisienne. Je me suis demandé mais comment j'allais pouvoir nourrir ma famille bien,
parce qu'on a toutes les problématiques autour de la qualité des produits qui nous sont proposés. Il y a toutes les problématiques en tant que femme pour le temps, la charge mentale qu'il y a à gérer le qu'est-ce qu'on mange ce soir. Il y a à garder le lien entre ses origines, montrer ses recettes à ses enfants, mais aussi trouver comment garder la santé et aussi son pouvoir d'achat. Parce que quand on a envie de faire un bon tchèp ou un certain produit, M. de Issani ne me dira pas le contraire, on est en zone de produits exotiques et ça coûte quand même pas mal. Donc, toutes ces questions-là ont fait écho dans ma façon de voir ma cuisine et ça a donné Nabi Cook, cuisiner avec Nabintou pour apprendre à se réapproprier sa cuisine à partir des produits sains, frais, qui viennent de partout le monde, mais aussi locaux. C'est-à-dire, voilà, on fait sens, on fait lien, on fait partage à travers la cuisine. Les maillons d'une même chaîne, je vous le disais. Vous aviez quand même confié en préparant cette émission qu'il y avait quelque chose de plus personnel. On va voir en photo la Nabintou d'avant et la Nabintou d'après. On a vos photos là en gros plan, on va regarder pendant que vous allez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, bon, voilà, l'écran il est parlant. Il y a deux Nabintou, mais qui restent la même personne. Il y a une Nabintou qui avait atteint des records de volume, hein, parce que je le dis, je le redis, je continue d'être une personne qui adore manger, qui adore tout ce qui est des bons produits. Et malheureusement, ça m'a un peu échappé, donc mon corps a commencé à en souffrir. J'ai été en obésité morbide et j'ai dû passer sur le billard en urgence parce qu'effectivement, tout partait en vrille, hein, la glycémie, le diabète, tout était là. Et donc, cette douleur et cette blessure, je me suis dit, mais je vais mourir de mon assiette, c'est pas possible. Mes enfants, ma famille, ils étaient assez à bas âge. Qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est là que j'ai commencé, c'est assez récent, c'est juste après ma chirurgie bariatrique, on rentre en Covid. Et pendant que ceux qui avaient plutôt une alimentation saine étaient en train de faire des gâteaux, de craquer sur les gâteaux, moi je faisais l'inverse. Moi je suis en train de rechercher comment j'avais le temps de cuisiner tranquillement, sainement, regarder. Et ma cuisine s'est transformée en atelier. En laboratoire même. En laboratoire, oui. En labo. Et une fois libérée des contraintes, voilà, on a pu... quand je suis sortie, j'ai l'impression que je sortais d'une... je sais pas moi, d'un pèlerinage. Waouh, Nabintou, mais qu'est-ce que tu as fait ? Effectivement, on a commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai commencé à répondre énormément. Et puis je me suis dit, mais tiens, il y a un partage à faire là. Et je me suis rendu compte que énormément de gens ont perdu les liens avec leur cuisine, quel que soit. Même si on cuisine tous les jours, des fois on a perdu le lien. On ne sait plus qu'est-ce qu'on va cuisiner, on ne ressent plus ce qu'on mange, on perd l'appétit. Il y a plein de problématiques, chacun en a une. Donc autant tout le monde s'assoit à table pour manger, autant chacun a un problème avec son alimentation. Et là, je propose quelques petites solutions simples. On en parlera tout à l'heure. Oui, les maillons d'une même chaîne, je ne radote pas, je martèle. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, on parle de nourriture, la terre nourricière, la mer nourricière. Et voici que dans ce siècle nouveau, les acteurs de ces domaines différents ne sont pas que des femmes, des mères, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais des hommes entrepreneurs avec une vision aussi bien précise de qu'est-ce qu'on peut manger, ce que l'on va manger, d'où cela peut-il venir, comment peut-on l'acheminer jusqu'ici, par quels moyens, le numérique. Cadeau pour vous, je vous laisse rentrer dans ce qu'elle nous a décrit, Nabintou. Alors, la complexité, en fait, elle est vraiment réelle. On part de produits qui viennent d'autres horizons, d'autres continents. On a des acteurs qui, très souvent, n'ont pas de matériel industrialisé comme on peut l'avoir dans des pays occidentalisés comme les nôtres aujourd'hui. Et donc, nous, l'objectif avec Issani, dans un premier temps, c'est justement de pouvoir connecter ces petits producteurs à un marché important. Donc, moi, aujourd'hui, dans notre chaîne de valeur, je sais très bien qui est la dame qui me produit de la tchéké parce que je la connais, je la côtoie, je sais quel est l'impact que ce business a pour sa famille, entre autres. Et donc, l'ambition, après cette première partie avec cette dame-là, on lui permet d'avoir des accès au marché à travers des partenariats B2B, B2C. Et donc, n'importe quel individu peut aller sur notre site internet et puis faire ses achats.
L'idée aussi, c'est un gain de temps derrière. Moi, mon ambition s'est construite autour d'une frustration que j'ai connue quand je suis venu pour les études en France. J'avais très peu d'accès aux produits locaux. Et le peu de produits que je trouvais qu'il manquait de traçabilité. Aujourd'hui, nous, on permet de répondre justement à toutes ces problématiques-là. Et pendant ce temps, juste à vos côtés, je présente ce que vous avez ramené. Attiéké royal, cuisson à la vapeur douce. Tout à fait. Alors, sur la planète, il y a encore quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'attiéké. On va le leur dire. Ce qui est marqué, mets traditionnel de Côte d'Ivoire. L'attiéké est un accompagnement à la fois doux et légèrement acidulé. C'est une alternative aux céréales féculents répandus à la place des pâtes, du couscous, du riz, du blé, du quinoa. Bon. Et c'est de la semoule de manioc, c'est là bien présenté. Ce produit, en fait, c'est vraiment de l'or. D'ailleurs, c'est comme ça on le baptise en Côte d'Ivoire, on l'appelle l'or blanc. Oui. C'est un produit qui est vraiment sain, qui est sans gluten, qui est naturel. Il y a toute une histoire derrière. Il faut savoir qu'à la base, en fait, c'est un produit qui est issu des populations du sud de la Côte d'Ivoire, donc les populations lagunaires. Elles consommaient en fait ce produit-là pendant les fêtes notamment de génération, la fête de l'igname. Et puis petit à petit... La fête de l'igname, mais pas du manioc. Non. C'était qu'une question. C'est ça. Oui. Et donc, petit à petit, c'est un produit qui est rentré, en tout cas dans les mœurs, qui est devenu aujourd'hui la street food par excellence en Côte d'Ivoire. Et au-delà de nos frontières, c'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, tout le monde en consomme aujourd'hui. Vous arrivez à Dakar, ils vous parleront très peu de riz et aujourd'hui, ils vous parleront d'attiéké. Et en plus... J'espère que vous allez vous faire des amis sénégalais avec de telles affirmations. Entre autres. Je vous le souhaite. Entre autres. Oui. Et donc, aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, en tout cas à travers les chiffres de l'e-sport, c'est juste incroyable. L'attiéké aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui est beaucoup exporté. Et on le trouve dans tous les commerces. Moi, mes clients, notamment restaurateurs, je peux vous dire qu'il y a 3 produits phares qui, si ça n'existe pas dans le resto, on ferme. C'est la banane plantain, l'attiéké et puis le tilapia. Merci d'avoir dit banane plantain et pas autre chose, parce que quand même d'un pays à un autre, c'est une Camerounaise qui parle. Donc, à la vapeur. Sur l'attiéké, si vous permettez. Oui, allez-y, je vous prie. Voilà, cuisinière, j'ai envie d'apporter de l'eau à ton moulin ou de l'huile sur ton attiéké pour dire que, que l'attiéké vient de rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc, c'est aujourd'hui une céréale, en tout cas un mets qui appartient au monde entier. Et dans la chaîne de valeur, on s'est dit, ce sont des recettes traditionnelles. Il a parlé du village, il a parlé des ébriers, des fêtes et tout. Et aujourd'hui, l'attiéké étant partout dans le monde, moi, en tant que cuisinière, je me dis, cet attiéké-là va être cuisiné par tout le monde. Chacun va y mettre ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous à communiquer parce que arriver à ouvrir les recettes, arriver à faire que nos recettes soient fusion, que ce soit une interaction, que ce soit un partage culturel, une diplomatie gastronomique à travers les mets, entre le Sénégal qui ne va pas être content de dire que l'attiéké passe au patrimoine, mais le tchèp y est déjà, donc on rejoint le tchèp. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur... Alors, je pense que notre invité est connecté, si je ne me trompe pas. Je ne vois pas votre visage, je crois voir juste votre écran. Est-ce que vous pourriez, si vous êtes connecté, nous montrer votre visage afin qu'on puisse vous faire passer à l'antenne et vous faire intervenir dans ce programme? Je le ferai quand je vous aurai vu de mes yeux, mais je pense que vous êtes connecté. Je crois voir que vous êtes connecté. Alors, en attendant cela, je voudrais quand même que l'on aille au village numérique, parce qu'on a parlé ici, là, sur ce paquet, je vois flasher le QR code. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, on ne peut plus rien faire sans passer par un QR code. Vous aviez une vidéo pour nous, là, qui nous présentait le village numérique. On peut regarder cela ensemble, si vous le voulez bien, et ensuite, je vous laisse intervenir. Ça, c'est
Eh bien voilà, on était parti du village numérique et là on est resté dans la danse du village. Vous avez la parole, nous vous écoutons. J'étais surpris, je savais pas que vous avez celle-là. Oui, vous savez, on travaille, Ouais, totalement. on fait des recherches. Alors, Le village, ce qui est intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, quand on parle, en réalité, la chaîne de valeur, c'est exactement ça, en fait. Là, on a vu dans la vidéo, tout est une question de lien. Comment on fait pour que la maman qui est dans un village en Côte d'Ivoire, celle qui est au sud de l'Afrique, en Namibie, ou celle qui est à Madagascar ou au Sénégal, arrive aussi à pouvoir vendre ses produits. Là, ce qu'on a vu dans la vidéo aussi, c'est que vendre, ce n'est pas forcément être froid. Vendre, ce n'est pas forcément arriver et partir. Chez nous, en général, quand on va au marché, quand on va au village, on a toujours le lien. chez vous, où se disent les téléspectateurs? C'est pas pour moi, c'est pour les amis. Alors, chez nous, où la question que je leur dirais, Oui. pensez à votre village. Est-ce que vous avez déjà été dans votre village? Si vous n'avez pas été dans votre village, est-ce que vous avez vu l'ambiance qu'il y avait dans la vidéo? Le village, c'est ça. C'est d'abord quelque chose de vivant. On ne vend pas que pour transmettre un produit, mais on transmet aussi une culture, une mémoire, un lien, quelque chose de vivant. Donc la chaîne de valeur, le mot valeur, est rattaché à quelque chose de culturel et de vivant, à une identité, une mémoire. Les gens aiment bien parler de valeurs, mais si vous leur demandez quelles sont leurs valeurs en réalité, très peu les connaissent en réalité. Donc sur TrockBoost, on remet les codes de l'Afrique. Au-delà de vendre, on a aussi le village, qui est aussi un groupe d'échange. On a des chefs de tribu qui accompagnent les personnes qui viennent vendre. Et en plus, la plateforme elle est en plusieurs langues. Bambara, Igbo, Yoruba, Swahili, Zulu, Wolof. Parce que l'idée, c'est progressivement de remettre le vivant au cœur de l'échange. Parce que sinon, on reste quelque chose de froid, de distant. Il y a une différence entre pouvoir échanger avec une personne qui est dans sa tribu et se dire tout simplement c'est un consommateur. C'est totalement différent. Si j'arrive sur une plateforme et que j'ai un chef de tribu quand j'ai une problématique et que je veux parler dans le village pour être dans le Congo-Sar, parce qu'en fait nous on n'a pas des annuaires pour info. L'annuaire chez nous c'est le Congo-Sar. C'est très bien. Je ne sais pas si vous connaissez le Congo-Sar ou pas. Vous connaissez? Oui. Je crois savoir. Alors le Congo-Sar, ne vous trompez surtout pas, je vous écoute. Le Congo-Sar de base, c'est le bouche à oreille. D'accord? Mais souvent utilisé avec une connotation péjorative. Donc la culture africaine et le village est là pour remettre le feu au centre de la chaîne de valeur. Donc du coup, le Congo-Sar, c'est l'annuaire. Vous avez été piégé. Le Congo-Sar, mot éminemment camerounais, c'est en français on dirait tout simplement le cancan. C'est ça. Voilà, c'est le potin, pas forcément péjoratif, mais pour parler parfois et souvent de ce qui ne nous regarde pas, mais on en parle quand même. Macrélage, voilà. aux Caraïbes, Oui. Songi, Oui. au Congo. Béret en Côte d'Ivoire. C'est ça, exactement. Bon, alors attendez, puisqu'on en est à cette partie-là, comment l'avez-vous dit en Côte d'Ivoire? Béret. Béret. Et madame que voici, vous nous avez apporté quelque chose que vous concoctez. Yes. Alors je le montre à la caméra. Dedans, il y a des pépites de chocolat avec des cacahuètes et des amandes. On va faire peut-être un gros plan, je ne sais pas, je vais approcher. Et puis, il y a aussi des croquettes de farine. De farine, voilà. C'est des petites croquettes qu'on a habituellement au coin de la rue de toute l'Afrique de l'Ouest et peut-être même au-delà, qu'on appelle des fois chinchin, qu'on appelle des fois croquettes. C'est des salés, c'est du sucré, c'est simple, c'est basique et ça permet de nourrir. Voilà. Ce qui est intéressant à cette recette, c'est qu'elle ne coûte pas grand-chose à produire, mais elle est satisfaisante et puis elle fait des belles fêtes. Le plus souvent, il y en avait à toutes les fêtes. Et le lien donc avec le cancan? Le lien avec le cancan. Alors le cancan à l'ivoirienne, en tout cas, vous me direz si ça le Congo-Sar, selon de là où vous êtes, on se dit, au moment où on est en train de discuter, de prendre plaisir à échanger sur un sujet, avoir la bouche qui prend aussi en savourant des bons mets ou des bonnes choses simples, ça fait partie aussi de l'énergie du béret. Et en général, c'est de la cacahuète, des arachides, parce que c'est pas cher. Ça passe au coin de la rue, du village, où la jeune fille arrive avec son plateau, on lui achète des cacahuètes. Et nous ici, moi je l'ai fait cette boîte à béret dans le cadre de la Cannes, parce que je me suis dit on va se retrouver, on va s'asseoir en Congo-Sar, béret, l'Afrique se réunit, et puis on va mettre sur le plateau une petite boîte à plaisir qu'on va pouvoir partager. Ma boîte à plaisir a cette particularité d'être faite maison. Et toutes les graines sont sourcées et torréfiées vraiment à la poêle comme à l'ancienne, comme les mamans, faites par nos ateliers. Le cacao
cacao est du cacao pur de Côte d'Ivoire, je spoil, de Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc, vous verrez que c'est une nougatine qui n'est pas dure. Donc, avantage, on ne se casse pas les dents. Autre chose, on ne prend pas trop de sucre. Et puis, et c'est bien de ne pas prendre trop de sucre. Exactement. Bon, alors, dans le village numérique, grâce à la magie du numérique, nous avons notre 4e invitée qui est connectée. Nous allons ensemble la recevoir. Fondatrice Queen Yemuna Cosmétiques Roufoussia. Bonjour, vous avez la parole, vous êtes bien connectée. Merci d'avoir accepté de participer à ce programme. Nous sommes là en train de parler des maillons de la chaîne de la chaîne de valeur agro-numérique, mais pas seulement agro, puisque vous êtes dans les cosmétiques. Vous avez la parole. Qu'avez-vous envie de nous présenter de ce que vous faites pour commencer? Bonjour. Bonjour, mais merci de cette invitation. Donc, je suis Fusia Ur, fondatrice de l'Institut Queen Yemuna Cosmétiques. Mon thème, c'est le mieux-être au naturel, parce qu'on court à faire beaucoup de choses. Mais si on n'est pas en bonne santé, on n'a pas d'énergie, de vitalité, on ne peut rien faire, peu importe ce qu'on possède. Donc, moi, je fais des accompagnements holistiques dans mon institut. On ne vient pas simplement pour faire un soin de visage et repartir, mais vous repartez avec un bilan de santé globale. Commençons par le diagnostic de peau pour connaître votre type de peau et quel produit qui est adapté, quel savon, voilà, le tout qui est pour votre peau. Et aussi, mais on court beaucoup, on mange mal, on dort mal. Ça provoque des troubles digestifs pour les femmes, des dérèglements hormonaux. De plus en plus aussi, les hommes commencent à avoir des dérèglements hormonaux aussi côté homme. Beaucoup de choses, tout ce que la vie nous donne tous les jours. Le stress nous envoie des toxines dans l'organisme et tout ça, mais ça provoque des inflammations, de prise de poids excessif, de douleurs de genoux. Et en fait, donc tout ça, j'accompagne, je propose des prestations de soins hydrafacial, ça veut dire nettoyer le visage en profondeur, dégommage du dos, la vente de produits cosmétiques naturels, capillaires, compléments alimentaires et aussi des accompagnements pour la forme, vitalité, sport, gestion du poids, bien-être et des accompagnements sur mesure. Ils vont de 3 mois, 6 mois, 9 mois et plus. Les gens peuvent acheter des packs ou juste à la carte. Donc, je travaille avec la plante de l'aloe vera, oui. Qui est une plante depuis l'Antiquité égyptienne et que les gens ont perdu l'habitude de connaître cette plante, qui est une plante guérisante qui soigne beaucoup de choses et que je développe depuis des années. Et voilà, donc dans tout, ça répond à un besoin dans le corps humain. Aujourd'hui, tous les gens, vous leur dites bonjour, ils se plaignent déjà d'un bobo. Que ça soit la gencive gonflée, les cheveux, voilà. Alors, merci pour ce que vous avez déjà présenté et surtout pour ce que vous faites. Voilà que cela assurément fait écho. On a dit les messieurs ont des déréglages hormonaux. Ils n'ont rien dit, mais je pense qu'ils n'en ont pas pensé moins. Comment est-ce que vous situez votre action, votre activité, le bien-être au naturel? On dit chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est heureux que le naturel revienne au galop au travers de ce que vous proposez. Parce que quand on veut développer son activité, se développer soi-même, il faut... et vous l'avez si bien dit, il faut à minima être déjà en bonne santé. Parce que sinon, on va tirer des plans sur la comète en vain. Je voudrais rester avec nous, ne partez pas s'il vous plaît. Je voudrais vous laisser entendre, vous laisser réagir à ce que vous avez entendu, messieurs. Madame, je ne reviens pas dessus parce que vous l'aviez pratiquement dit en amont. Alors, voici donc une actrice de développement, une actrice économique. Et vous qui êtes dans ce que vous proposez, des produits du terroir, au travers du numérique, qu'auriez-vous envie de dire à madame? Moi, je trouve que c'est très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que, contrairement à ce qu'il y avait avant, on avait moins de créateurs, moins d'artisans qui avaient la capacité, en fait, de créer des produits en utilisant principalement des matériaux de valeur issus de l'Afrique même, ou même de la Caraïbe. Et donc aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est cette chaîne de valeur, c'est de pouvoir effectivement donner de la visibilité à ces produits, de pouvoir leur donner de la force, sans forcément leur imposer de les dénaturer.
C'est-à-dire que l'avantage aujourd'hui, c'est que cette chaîne de valeur-là, ce lien, comme je disais tout à l'heure, ça permet de faire circuler. Elle a dit beaucoup de choses, hein, elle parle de l'aloe vera, mais elle nous fait remonter quand même dans la mémoire. Hein. Donc là, c'est ce qui est intéressant et c'est ça qui est important. C'est aussi, dans un seul produit, arriver à parler de quelque chose de vivant, le lien, la mémoire. Et c'est ça qui rend aussi la culture vivante au travers du business, sans forcément que ce soit quelque chose de plat. Et de purement commercial. C'est ça. Je vous laisse réagir. En tout cas, c'était une très très belle présentation. En fait, j'estime qu'elle a tout résumé à travers la présentation, qui met en avant d'abord le sourcing et le retour aux sources. Elle part justement de nos ancêtres, des produits qui ont toujours fonctionné. Les produits du terroir. Des produits du terroir. On pourrait totalement citer le moringa qu'aujourd'hui le monde découvre, alors que depuis des lustres, on en produit chez nous, on utilise au quotidien. On parle aussi du soumara, Netetou. C'est le soumara, je me suis trompée. Ah là 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 là, ça c'est le bon, alors, le vert. Je vais y arriver, c'est parce que c'était vert. Vous avez ramené plusieurs produits. C'est ça. Et voilà, donc là on a le moringa. Le moringa. Voilà. Voilà. En fait, tous ces produits-là, et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on retourne un petit peu aux sources, on va se ressourcer, et ensuite on apporte de l'industrialisation, on apporte de l'expertise, on apporte du savoir-faire, et on essaie justement de valoriser ce savoir-faire-là, que ce soit à travers des expertises d'Africains purs ou bien des Afro-Caribéens, des Afro-descendants. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer toute cette panoplie de savoir-faire du terroir au monde entier et montrer à quel point nous aussi on peut construire des chaînes de valeur qui apportent justement du bien-être, le bien manger notamment à travers des produits sans gluten, à travers des produits pas très transformés mais qui sont juste valorisés. Exactement. Au modèle. J'ai gardé le meilleur des produits pour la fin de l'émission. C'est ça. Je voudrais, madame, alors que vous restez avec nous, et merci pour cela, que vous interagissiez avec Nabintou Dosso qui est là, qui est en écho par son expérience, son vécu avec ce que vous avez décrit. Voulez-vous réagir à ce qu'a dit madame pour lui donner l'occasion de rebondir? Oui, ce qu'elle dit est tellement vrai et le complément que fait M. Cissé aussi, parce que justement, aujourd'hui, on a tellement de choix, mais aussi tellement de capacités, de choses à montrer et à faire découvrir. Moi, ça me fait penser à l'axe que je prends dans la cuisine, c'est la fusion. Quand je vois les produits là et que je fais une recette complètement française et qu'à la fin, j'ajoute une épice qui vient d'ici et de là et que ça change tout. Dans les ateliers, on me dit, mais vous créez des tiers-goûts. J'ai dit oui, des tiers-goûts. Donc, c'est le partage, c'est aussi mettre de la valeur. Pour moi, quand on dit mettre de la valeur à un produit, en général, en Afrique, on a cette aisance à dévaloriser ce qu'on a, à croire que ce qu'on a n'est pas suffisamment bon ou puissant, parce qu'on a le diktat de l'industriel qui vient du monde. Hein. On a des super produits comme le moringa, mais on va aller au supermarché, se battre pour acheter un produit qui vient de super loin et qui peut-être finalement n'est pas de meilleure qualité, de meilleure valeur pour notre santé. Donc revenir avec des entrepreneurs comme ça qui nous remettent bien en place et bien dans l'idée que finalement c'est des bons choix et que nous devons tous pousser ces entrepreneurs à se développer par la consommation, bien sûr, et puis par la valorisation de chacun. Moi, je vois du moringa, tout de suite, je me dis, tiens, je la mettrais bien dans une vinaigrette. Ah, pourquoi pas. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire pour continuer d'avancer. Par la magie du numérique, nous vous redonnons donc la parole. Madame, vous nous disiez que la santé, bien évidemment, c'est la chose la plus capitale, mais elle est aussi dans l'assiette, parce que tous les bobos que l'on peut évoquer, quand on dit comment ça va, mécaniquement, on dit ça va bien, mais on voit bien que ça ne va pas si bien que ça. La nature est là pour apporter des solutions, et peut-être qu'on ne regarde pas suffisamment au naturel, disiez-vous? Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on vit à 200 à l'heure. Les mamans n'ont plus le temps de s'occuper des enfants. C'est des enfants, des gens qui élèvent nos enfants. Ils arrivent au collège, on se souvient même plus de qui est leur maîtresse du CM2 parce qu'on doit partir à 4 heures du matin, on rentre à 22 heures. Le manger, ben, c'est des fast-food.
Donc, le corps ne change pas, même si aujourd'hui, il y a le système high-tech est là, mais le corps a toujours besoin de se reposer, bien manger. Et maintenant, bah, c'est la mauvaise nourriture, mauvaise digestion. Et ce mauvaise digestion, ben, ça envoie des toxines dans le corps parce on n'a pas bien mangé. Et nous, les Afro-descendants surtout, on est nés, on est pétrifiés avec les choses de la terre. Notre corps ne connaît pas c'était quoi fromage ou beurre. Et en fait, ça bouche nos artères. Ça fait des troubles digestifs parce qu'on ne digère pas le lait. On n'est pas habitué, c'est vrai, il y a des pays, mais pour de vrai, c'est plus la farine de manioc, la farine de banane, nos racines. Et par exemple, même moi, je viens de l'Amérique du Sud, je suis amazonienne. On m'a élevée avec la farine de banane. Je ne connaissais pas du lait. Aujourd'hui, je ne peux pas boire du lait. Ce n'est pas enregistré dans mon ADN. Dès que je bois quelque chose à base de lait, sans qu'on me le dise, j'ai le nez bouché. Et comme ça, je sais. Et aujourd'hui, on mange beaucoup de choses transformées. On ne connaît pas les origines et ça dérègle tout le corps. Et en fait, même ça, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des traiteurs qui font des plats de la semaine qu'ils peuvent nous faire chez nous pour qu'on puisse avoir notre petit perroir au travail avec notre manioc, poisson à la vapeur, si on n'a pas le temps de manger. Et c'est pour cela, avec la marque que je travaille, on a mis en place des vitamines, des compléments alimentaires qui vont compléter parce qu'on n'a plus le temps de bien manger. Vous savez combien d'oranges il faut manger tous les jours pour avoir 1 gramme de vitamine C? Combien? Il faut plus de 52. Bon, ça va nous calmer. Restez bien avec nous. Nous allons partir en cuisine avec Nabitou. Vous allez partager une vidéo. En fait, on ne peut pas faire ça tous les jours. Donc, la marque avec qui je travaille, on a calculé la dose journalière des vitamines, des fruits et légumes qu'on doit manger tous les jours pour que le corps puisse être en forme et avec la vie à 300 à l'heure qu'on a aujourd'hui. Donc, je fais aussi ces accompagnements pour aider les gens à équilibrer leur assiette et un programme adapté aussi à leur budget. Merci. Merci pour ce que vous faites et nous espérons qu'un jour vous allez pouvoir venir sur le plateau. Merci d'avoir participé à ce programme. Restez avec nous. Nous partons donc en cuisine voir vos images puisque voilà, madame nous a mis l'eau à la bouche. Les produits sont naturels. Il y a la possibilité de faire autrement que comme l'on pense et peut-être aussi la solution pour notre santé. On regarde ceci ensemble. Vous, quand vous allez au marché, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des légumes en fonction des recettes que vous allez faire. Vous achetez des légumes en fonction de vos envies. Ou vous achetez des légumes en fonction de la saison. Moi, ce que je fais et que je recommande, c'est le plus souvent d'acheter des légumes de saison. On a en été, donc fruits de saison, légumes de saison. On a des belles tomates, bien sûr. Les tomates, ce sont les stars de l'été. Hein. On a des belles herbes. Pour ceux qui connaissent un petit peu la cuisine africaine, vous savez qu'on aime beaucoup macérer, épicé. Donc, moi, j'ai toujours ma botte, toujours quand je vais au marché. On a des beaux abricots. Voilà. Et vous savez, quand c'est la saison, ils sont beaucoup moins chers et ils sont beaucoup plus bons en goût parce que c'est vraiment des fruits qui sont certainement mûris naturellement. Alors, légumes de saison. On a pris des carottes. Quelles sont les idées qui vous viennent en voyant ce panier? Parce qu'en général, soit il y a 2 écoles. Hein. Il y a ceux qui font la recette et vont chercher les éléments en fonction. Et puis il y a l'école qui cuisine en fonction de ce qu'ils ont. Vous êtes de quelle école? On a les oignons. Les oignons, il y a différentes catégories d'oignons. Bah, pour moi, un oignon, c'est pas un oignon. Il y a des oignons blancs, il y a des oignons rouges. C'est pas de faire ces manières, mais chacune a son goût et aussi apporte différentes saveurs et puis différents aussi intérêts esthétiques quand on fait une recette avec différents produits. Alors, je suis Nabitou, je suis Nabil Cook et ceux qui ont déjà goûté, ils s'attendent un petit peu à des choses un peu relevées. Et qui dit relevé? Piment. Voilà. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas mettre tout ça dans une seule recette, hein. Je ne vais pas vous rendre fou, mais on va utiliser tout ça savamment. On va utiliser tout ça de façon à donner de la saveur, de la chaleur, du relief à ces recettes. Et puis le piment, ça fait du bien, hein. Ça a des bonnes valeurs nutritionnelles, ça apporte un confort digestif et tout ça. Voilà, ici, alors je ne vais pas savoir vous dire le nom, mais est-ce que ça sent bon?
Alors le nom scientifique ou le nom, c'est très en recherche encore parce que même les commerçants de mon beau marché de Belleville ne savent pas me dire le nom en français. Ils me le disent dans leur langue et ça sent la menthe très très fort. Et voilà. J'attends en sachant pour me dire le nom en français. Et une autre star de l'été. Une autre star de l'été, c'est la pastèque. On a pris beaucoup de pastèque. Voilà. Ici, c'est pas un achat, c'est un reste de frigo. Parce que vous savez qu'on est anti-gaspi. On a un céleri qui commence à être fatigué, à faire la gueule et tout ça. Il n'est pas très fier de lui en ce moment. Mais c'est pas grave, il pourra toujours servir et il reste là. Et bien sûr, tous ces emballages-là, on va les réutiliser ou les débarrasser de façon écologique. Merci. Donc, je voudrais bien qu'on puisse revenir sur tout ce qui a été dit. Vous l'avez entendu. On parle de chaîne de valeur de l'agrobusiness. C'est important quand on parle de l'agrobusiness de ne pas rester que sur la partie de la consommation. Vous l'avez dit, il y a la production. Je voudrais, moi, saisir l'occasion ici qui m'est donnée de saluer Afrique Grenier du Monde, une initiative de Charlotte Liboc qui est déjà venue sur notre plateau pour dire combien tous les acteurs, que ce soit les producteurs, même les consommateurs, mais aussi les opérateurs économiques, chacun n'est qu'un maillon de cette chaîne de valeur. Et donc, cet agrobusiness ne se limite pas à ce que nous disons, mais est autrement plus large. Et surtout, économiquement parlant, pour chaque nation, ça peut faire la différence. Ce qui est consommé, ce qui est partagé, est-ce que c'est un peu ce que vous aviez à l'idée quand vous faites cette épicerie numérique? Exactement. En fait, si vous voulez, l'idée, c'était de récupérer un petit peu de pouvoir. On est dans un environnement, on est dans un écosystème où la population a un pouvoir. Et son pouvoir, justement, c'est le pouvoir de décider, d'influencer. J'achète ce qui je veux, j'achète des produits que je connais, j'achète des articles qui vont m'apporter de la valeur. Nous, avec Isani, justement, c'était ça l'idée. La première question à laquelle on voulait répondre, c'était de savoir à qui est-ce que j'attribue justement mon pouvoir. Le pouvoir, c'est justement de décider. Et donc, avec Isani, on a des acteurs chez nous qui produisent le manioc. Mais pour produire, par exemple, le manioc et pour faire la ticket, il faut qu'il y ait une terre. Il faut des semences, il faut du temps. Ensuite, on va déterrer le manioc. On travaille pour déterrer le manioc. Il faut qu'il y ait des acteurs qui déterrent. Ensuite, on va acheminer le manioc, on va dire, de la région de Bingerville à Abidjan, même où se trouve l'unité de production. Il faut quelqu'un pour acheminer. Donc, cet acteur de la logistique est extrêmement important. Et après, il faut transformer. Et chez nous, c'est les mamas qui produisent la tchéké. Et ces femmes-là, on ne se rend pas compte, mais c'est un travail monumental qu'elles font. La production de la tchéké prend en moyenne 5 jours pour qu'on arrive à un produit qui est ultra correct. Et après 5 jours, on pourra ensuite conditionner et expédier vers nos différents points de vente, notamment auprès de nos restaurateurs et puis quelques partenaires qui sont à Rungis. Et donc cette chaîne de valeur-là, elle est extrêmement importante du producteur jusqu'au consommateur final. Et c'est tout ça ensemble qui permettent justement d'avoir une économie et des acteurs qui soient forts, engagés et qui permettent justement de passer à une étape qui est l'étape de l'industrialisation. C'est l'objectif en tout cas d'arriver pour nous à l'étape de l'industrialisation qui permettront justement d'avoir une économie d'échelle, de pouvoir dispatcher un petit peu plus dans diverses régions parce que quand vous vous retrouvez en Amérique du Sud et que vous n'arrivez pas justement à consommer vos produits locaux, sachant que ce sont les produits locaux qui vous permettent justement d'être connectés, en tout cas avec vos racines, avec votre ADN. Et pour nous, la chaîne de valeur, c'est ça. Alors, dans la chaîne de valeur, on va quand même parler du capital humain. Vous avez évoqué la situation des femmes qui sont majoritaires dans la production de la tchéké. Le retour sur investissement en sonnante et en trébuchante, est-ce qu'elles sont juste des bras qui sont utilisés, impliqués, mis à contribution? Et quand on arrive au tiroir caisse, vous qui avez initié cette épicerie numérique, est-ce que vous vous assurez, vous avez la capacité à vous assurer qu'elles ont vraiment eu ce qui leur est dû? Tout à fait. Alors justement, c'est une de nos démarches. En fait, nous, Isani, c'est d'abord une épicerie familiale, sociale et solidaire. C'est-à-dire que nous, les femmes qui produisent notre tchéké, on les connaît.
C'est des coopératives de femmes, on sait où est-ce qu'elles sont. Nous vous saluons, mesdames. C'est ça. Et ce qui est incroyable avec Issani, c'est que nous, on paye 25% les femmes plus chères que tous les autres acteurs. Parce du que vous marché. êtes plus riche ou parce que vous êtes plus gentil? Pas du tout. Parce qu'on sait à quel point elles sont essentielles. Parce que vous êtes plus juste. Exactement, c'est de l'équilibre, c'est de l'équité, c'est du social. C'est que c'est les femmes qui produisent la tchéké. On ne produit pas la tchéké, ce n'est pas les hommes qui produisent la tchéké. Elles sont au four, elles sont au fourneau. Éplucher une tonne de manioc, vous imaginez même pas la tâche que c'est. Ensuite, il faut broyer le manioc. Il faut essorer, il faut vanner, il faut sécher, il faut cuire dans des gros feux. C'est hyper compliqué. On ne se rend même pas compte. Et donc, aujourd'hui, nous, en fait, l'histoire sur laquelle on veut s'appuyer, c'est que nous, nos acteurs, on les connaît. Nos producteurs, productrices. L'humain on les au connaît centre du processus. Du maillon, c'est ça. Par exemple, le responsable de la logistique chez nous, c'est une femme. C'est elle qui va sourcer, c'est elle qui va sélectionner, c'est elle qui va approvisionner les acteurs et c'est elle qui va distribuer. Donc chez nous, l'humain, c'est vraiment, et surtout les femmes, c'est au cœur de la stratégie. Et au cœur du tiroir caisse, nous allons partir regarder ceci. Ça devrait vous parler, madame qui est connectée. Ce sont des tisanes. Alors, nous en avons deux. C'est Bixane et Bixane. Tisane mix. C'est vous qui les avez apportées, Nabiltou. Il y en a une, c'est des fleurs d'hibiscus. Fleurs d'hibiscus. Et l'autre, Toutes les deux. Alors, je vous laisse vous expliquer. C'est quoi la différence? Oh là 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 là, l'intelligence artificielle qui se déclenche. Voilà. La vie est belle. La question est posée, donc tout le monde essaie d'y répondre. Hein. Donc... Nous sommes au 21e siècle. Exactement. Voilà. Alors, la Bixane, c'est vraiment, ça cristallise un peu tout ce qu'on a dit, donner de la valeur aux choses, partir de l'existant et lui apporter, à travers notre expertise, quelque chose de plus. Le bissap est une fleur d'hibiscus qui se trouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, dans les Antilles, aux Caraïbes et tout ça, et qui est utilisée pour faire des boissons chaudes ou froides. Et là, nous, on s'est dit, on est à Paris, on veut avoir du bissap. On a des partenaires qui ont envie d'avoir du bissap, mais qui se disent, mais je ne peux pas en avoir parce que je ne sais pas le faire. Comment on peut rendre le bissap pratique, lui apporter une valeur, le rendre générateur de ressources et de finances pour ceux qui travaillent dans la chaîne de valeur du bissap? On a créé la Bixane. Bixane, c'est la marque de Nabicook et ça veut dire bissap mix, bissap mixé avec des plantes. Donc la boîte verte que vous tenez, Jenny, c'est la Bixane originale, c'est la première saveur, donc fleur d'hibiscus et des plantes choisies pour avoir un arôme particulier et du bien-être particulier. Donc, de l'original, on ajoute des agrumes et ça devient Bixane mix à l'agrume. Donc, pour parler un petit peu du contenu, donc on a de la fleur d'hibiscus, ça se voit, les fleurs rouges. On ajoute un choix de plantes qui vont être bienfaisantes. On rentre dans l'alicamentation parce que ma grand-mère au village était une alicamentatrice, hein, j'ai envie de le dire comme ça, parce qu'elle se soignait exclusivement avec sa casserole. Elle se soignait quand elle avait... Elle mangeait bien. Elle mangeait bien. Ce qu'il fallait. Elle mangeait sain. Quand elle avait, comme on dit en Côte d'Ivoire, un petit peu un coup de palu, elle allait chercher son petit gnagnan, cette plante amère qui la soignait. Quand elle avait ceci, elle allait faire telle recette. Donc, dans la casserole, déjà, on se soignait. Et la tisane qu'elle faisait, qui était une tisane mélangée de plusieurs plantes soignantes qu'elle nous faisait boire comme une boisson bonne à boire, Badaboum, qu'on aimait bien, fait, mais que derrière, l'intention était de nous soigner. Ben, j'ai retrouvé aussi tous ces secrets-là pour les mettre dans une Bixane. Et là, alors, la violette qui est tombée par terre, il y a quoi dedans? Alors, du piment. Je crois que c'est le piment qui s'est évadé. Donc, c'est la Bixane épicée. Pimentée. Bon. Voilà, clou de girofle, gingembre, piment d'Espelette, voilà. Je voudrais donner absolument la parole à vous qui êtes connectés, madame, si vous l'êtes toujours, pour rebondir assurément sur ces produits qui sont donc ceux naturels qui doivent revenir au galop. C'est ce que vous nous recommandiez pour que la santé soit des meilleures. Réaction pour vous? Oui, bien sûr, c'est des bons produits. Le clou de girofle, ben, ça va anesthésier, ça va apaiser, ça calme aussi les douleurs. Donc, c'est très bon. Des personnes qui ont des retardements hormonaux, règles, des fois qui perturbent, ils peuvent en prendre. Par exemple, à l'ancien acte gynécologie des sages-femmes
de nos grands-parents, ils utilisaient le clou de girofle pour déclencher les grossesses. Donc, ça a beaucoup de vertus, le gingembre, action, vitalité, énergie, et surtout en cette période de froid, ça permet de garder le corps chaud. Et nous voyons que vous avez froid là dans votre bureau. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le dérèglement hormonal des hommes? Parce que nos téléspectateurs sont certainement intéressés. Nos invités ici, ils ne l'ont pas dit, mais je me fais la porte-parole. Que voulez-vous ne pas manquer de leur envoyer comme message avant de nous quitter? Oui, ben, en fait, moi, je propose des pactes pour hommes comme pour femmes, parce qu'on pense beaucoup aux femmes, mais les hommes aussi souffrent. Tout ce qui est trouble hormonal, ça va être la prostate. À partir de 35 ans, il faut entretenir toute la partie urogénitale. Avec la fatigue, le stress, l'homme perd de puissance. Et tout ça, c'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on mange. Donc, moi, j'ai mis des pactes en place, des compléments alimentaires, des boissons à base d'aloe vera et fruits rouges qui va agir sur tout ce qui est trouble urogénital pour pouvoir leur donner de l'énergie et récupérer leur vitalité de jeunesse de 20 ans, de 30 ans. Et ça, c'est des cures de 3-4 mois. Ils peuvent suivre déjà les premières quinzaines de jours, donc ils vont voir déjà la différence. Mais vraiment, c'est important de faire ces cures. Il ne faut pas attendre, comment dire, il vaut mieux prévenir que guérir, ne pas attendre d'être à plat que de chercher des solutions. Dès qu'on dépasse les 35 ans, il faut entretenir sa prostate, tout ce qui est cure urogénitale. Si vous prenez des médicaments, il faut demander un avis, même si les produits naturels, un avis à son médecin, que voilà, vous voulez faire des cures, compléments alimentaires, des vitamines, si c'est adapté avec votre traitement. Moi, je sais que je travaille avec des hôpitaux, je suis déjà dans le paramédical aussi, donc je connais les molécules, je sais comment j'accompagne mes patients en même temps avec les compléments. Mais moi, je demande toujours d'avoir son bilan. Mais voilà, c'est important de retrouver cette énergie. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que vous êtes donc fondatrice de Queen Yemuna Cosmétiques, que l'on peut bien sûr retrouver en allant sur Internet, puisque le village numérique nous l'atteste. Aujourd'hui, ne pas passer par le numérique, c'est manquer quelque chose. Je vous laisse la parole. On a voyagé dans ces univers respectifs. Vous voyez que résolument, le numérique, c'est la solution? Alors, la solution seule, non. Mais pour moi, il y a le numérique et il y a le vivant. Et on fait, depuis tout à l'heure, en fait, on parle de chaîne de valeur, de cycle. Et en fait, trogboost.com, l'idée, c'est d'avoir tout ça. Par exemple, vous voulez de la semence, vous trouvez en fait les personnes qui vendent de la semence, peu importe le pays en Afrique, vous les retrouvez dans le village. Vous avez besoin de machines, d'engins agricoles, les vendeurs sont dessus. Vous avez besoin de recruter du monde pour travailler dans les champs, vous pouvez mettre une annonce. Vous avez besoin de mettre votre CV, vous le mettez en ligne sur trogboost.com. Donc on peut être comme ça, complet jusqu'au bout. Vous avez par exemple besoin de trouver un vétérinaire, cherchez-le dans le Congo-Ça. Donc le but en fait du village, c'est quoi? C'est la chaîne de valeur. Peu importe le secteur d'activité où vous êtes, tout ce dont on a besoin, ce qu'elle dit, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les produits de base nous ramènent où? À la source. Et le village, c'était avant les civilisations, avant les pays, avant tout en fait, on était des villageois. Donc nous aujourd'hui, l'idée c'est de se dire, on a trogboost.com où effectivement la chaîne de valeur, elle va être très active et dans tous les pays parce que vous imaginez quand même que quand vous êtes au Congo-Brazzaville, vous avez des acteurs qui sont à 5 km à Kinshasa, vous ne les connaissez pas. Et plutôt que d'avoir que ce côté froid, pourquoi ne pas avoir en même temps dans le village la capacité d'échanger comme on le fait là? D'avoir là des conseils directs sur les dérèglements hormonaux des femmes et des hommes aussi. Et le village, c'est très intéressant pour ça. Donc, on n'est pas que dans je vends froid, je le vends, je contacte, je crée le lien, mais en même temps, je peux échanger. Et c'est là où tout devient beaucoup plus vivant. Et c'est là où nous, en tant qu'Africains, on est différents et on se différencie des autres parce que tout le monde est différent. Et il faut mettre ça en avant. Ne pas juste s'arrêter sur je vends brut, trogboost.com, tu fais ce que tu veux, tu vends comme tu veux. Et dans le village même, on explose tous ensemble, quoi. Voilà. Amis villageois et villageoises du monde entier, vous êtes bien sur Global Africa, Télé Sud, c'est bien le cœur du village. J'ai ici
le produit le plus prisé sur toute la planète, c'est du chocolat. Alors, vous allez nous en parler, Issani Épicerie Numérique. Vous avez du chocolat, alors tout de même, chocolat noir au piment. Le chocolatier, il va au piment. Hein. Pourquoi le piment dans le chocolat? Parce que quand on va vers le chocolat, c'était pas pour retrouver du piquant. Et pourtant, dites-nous tout. Ben, en fait, alors ce produit-là, c'est un produit d'un partenaire qui est plutôt très connu aujourd'hui, qui s'appelle Axel, le chocolatier ivoirien. Alors, c'est un chocolat militant, d'abord. On l'a bien vu au packaging. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, des motifs qui reprennent un petit peu notre identité culturelle, africaine, etc. Et puis derrière, l'idée, c'est pouvoir de retrouver aussi des saveurs qu'on connaît, en tout cas en tant qu'Africain, et puis des saveurs qui épatent, des saveurs que on n'aura pas l'habitude de retrouver. Et là, c'est au sésame, c'est bien ça. Alors, du sésame, parce qu'en Occident, on connaît plutôt le sésame. Et donc, c'est des saveurs qui vont plutôt attirer des moins aventuriers du goût. Et puis, au piment, ben, en fait, ça va attirer plus des acteurs qui sont curieux et qui ont envie de tester un petit peu de l'originalité. Et ces produits-là, on les décline différemment. On peut également, avec du chocolat, aujourd'hui, il y a des déclinaisons pour la noix de cajou. On a plusieurs saveurs, que ce soit au gingembre, au baobab, des saveurs à la fois curieuses, mais des saveurs, en tout cas, qui apportent un petit peu une touche de douceur. Si je peux me permettre, du piment dans le chocolat, ça réveille complètement et ça change complètement la note. Tout à fait. Ça réveille les papilles gustatives. Exactement. Ça s'accommode. Et justement, même les grands acteurs de la restauration nous font des saveurs incroyables. Notamment, nous, on a dégusté, pas plus tard qu'avant-hier, de l'ananas au poivre. Mais vous imaginez pas à quel point ça va décupler un petit peu la saveur. Et là, j'ai le modèle de poche, parce que la grande tablette de chocolat, on peut se faire repérer comme gourmand. Mais là, le micro-modèle de poche, je craque pour ce délicieux chocolat de Côte d'Ivoire. C'est marqué dessus, hein, je suis en train de lire derrière. Ça n'est pas moi qui craque, non, que nenni, voyons. Voilà, donc c'est marqué derrière. Et Masque c'est nous faut, là aussi c'est militant, à la fois dans un seul geste, vous véhiculez l'histoire, les racines, la culture, les racines, la gourmandise. Tout à fait. Et le commerce. C'est ça, 75% de cacao, pardon. Et en fait, c'est juste incroyable. C'est un produit vraiment d'artisan, c'est un produit plutôt qui prend ses racines, comme on le disait, dans notre identité, dans ce qu'on sait faire, dans les coopératives. De toute façon, il y a un documentaire qui est super intéressant aujourd'hui qui passe sur Netflix, qui montre en tout cas l'écosystème qu'il y a autour du cacao. On ne se rend pas compte, c'est qu'aujourd'hui, on mange du cacao, enfin, on mange du chocolat, mais les gens ne savent pas qu'avant de faire du chocolat, mais en fait, c'est du cacao. Et que c'est un médicament. Exactement. Un alicament. C'est ça. Et le cacao, pour pouvoir avoir les fèves de cacao, mais c'est un gros parcours de combattant. C'est l'un des secteurs où, depuis 50 ans, on n'a pas beaucoup évolué dans la production, dans la capacité de produire. C'est-à-dire qu'on va récolter de façon artisanale, on va mettre dans des camions, souvent dans des montagnes super reculées où il n'y a même pas d'accès à la route, pour arriver justement à la production de chaque chocolat-là. Donc pour nous, c'est vraiment cet engagement-là qu'on veut prôner. Et c'est ça notre combat, c'est ce que vous allez retrouver justement sur issani.fr, là où vous allez pouvoir trouver des produits qui sont tracés de la fourche jusqu'à la fourchette, et pas comme ce que vous allez trouver partout ailleurs avec peu d'histoire, aucune identité, et puis voilà. Alors, je voudrais quand même, acte militant, pleurer sur le cacao, parce que c'est des matières premières, on sait très bien qu'à l'international, le commerce que cela aura été et est encore, et il est temps que les sonnantes et les trébuchantes tombent dans les poches des personnes qui sont quand même à la source de cela. On arrive tout simplement à la fin de cette émission. Je voudrais vous donner le soin de faire un petit tour de table de mots de la fin. Nabintou, je vais commencer par vous. Alors, mot de la fin, j'ai envie de terminer par la boîte à béret. La boîte à béret, normalement, c'est une boîte dans laquelle la boîte à cancan, c'était celle-là. Donc, je vous permets, si on vous fait êtes goûter, allez, voilà, parce que ça fait partie goûter, du cérémonial. Faites passer et faites un cancan. Pendant qu'on parle. Et voilà. Et faites un petit commérage.
fromage. Il paraît que ça fonctionne en même temps comme cela. Ça fait parler. Et on parlait du chocolat, du cacao. Pour faire une anecdote qui est en lien avec tout ce que j'ai dit comme histoire, c'est moi, pendant longtemps, j'ai été très chocolat. Mon enfance, j'étais un bébé chocolat, un enfant chocolat. Donc, obésité, voilà, ça s'est développé. On voulait me faire plaisir, mais ça m'a fait du mal. J'ai dû m'arrêter et me frustrer du chocolat pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y a 4-5 ans, je rencontre les acteurs du chocolat de Côte d'Ivoire au Salon de l'Agriculture, que j'aille dans les champs, que je me documente légèrement. C'était même pas compliqué, c'était disponible sur Internet, mais j'avais tellement fait de blocage pour dire que le chocolat ne fait pas grossir. Non. Il faut manger du bon chocolat, de bonne qualité. Vous avez mis du sucre là-dedans, dans ces pépites? Il n'y a aucun carré de sucre. Si vous voyez des trucs blancs, c'est des graines de sésame. Mais dans le chocolat, il y a du sucre déjà? Dans le chocolat, il y a du sucre, mais vous voyez une nougatine, pourquoi elle est agglomérée? Parce que c'est fait dans du caramel, dans un bain de sucre. C'est pour ça que je regarde ça avec distance. Parce que et donc on ne sait jamais, rien qu'en regardant, on pourrait grossir. Exactement, c'est ce qu'on se dit. Mais non, le bon cacao, dont celui d'Axel Emmanuel, qui est un acteur de folie pour tout ce qui est la chaîne de Cacao Culture en Côte d'Ivoire, le bon cacao pris chez les agriculteurs, avec la bonne chaîne de valeur. C'était le mot de la fin. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de gras, on sait ce qu'il y a dedans et on se soigne. C'est vous qui bouclez du village numérique. Ok, alors... Même si vous avez le chocolat dans la bouche. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, normal. C'est dans l'esprit du village, c'est-à-dire que le partage... Alors moi, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que le village truckboost.com, donc le village numérique, pourquoi je l'ai mis en place? Parce que j'estime que il n'y a aucune raison qu'un artisan ou un producteur africain n'ait pas la capacité de vendre ses produits partout dans le monde. Que je sois en Namibie, que je sois dans quelle zone, en fait, je dois être capable effectivement d'être visible. Donc, vendre ses produits, mettre son activité visible en ligne, trouver un emploi, échanger. L'idée, en fait, c'est que le business... C'est du réseautage. Du réseautage. Au-delà des frontières. Voilà, mais en étant aussi vivant. Et donc là, pour le moment, on est donc sur truckboost.com et l'application sort au mois de juin, mais on peut déjà l'utiliser en fait sur toute l'Afrique et la Caraïbe, la diaspora. Voilà. Je voudrais vous remercier tous les trois, tous les quatre, madame qui est connectée, d'être venus dans Lady Vous Écoute nous parler de ce que vous faites. Je voudrais par avance, amis téléspectateurs, villageois du monde entier, vous remercier d'aller visiter les univers de nos invités, ces acteurs économiques, pour pouvoir ensemble rebâtir un monde nouveau. Merci d'avoir été là. Rendez-vous dans notre programme prochain et d'ici là, portez-vous bien. Merci madame qui était connectée. Au revoir.